Les opérations extérieures, depuis 10 ans, elles sont marquées par ce que je pourrais être une formule peut-être un peu médiatique, ce qu'on pourrait appeler les 4 D, la dispersion, la diversité, la durée et surtout le durcissement. Alors, la dispersion géographique, on l'a vu, la diversité, c'est les cadres d'intervention, c'est aussi les missions qu'on confie aux gens, la durée, eh bien, on voit bien qu'une fois qu'on s'est engagé dans une opération, il est extrêmement difficile d'en sortir. On a tous en tête le Liban, 1978. Mais le facteur le plus important est sans doute celui du durcissement. Non pas tellement celui du durcissement des guerres, parce que la Yougoslavie, ça n'a pas été une partie de plaisir. Il y a eu au moins 100 000 morts en Yougoslavie. Mais ce qui s'est durci, ce sont nos interventions, notre façon d'agir. Quelque chose a changé dans le climat militaire français. Je me souviens d'une intervention il y a quelques mois à l'école militaire. J'étais invité par des stagiaires de ce qui était, jusqu'à l'année dernière, le collège interarmé de défense. Et ils s'inquiétaient un peu de cette démilitarisation, du fait que des approches globales, la sécurité, et ils se demandaient ce qui restait de l'aspect militaire, de l'identité militaire. Je leur dis, mais nous sommes ici à l'école militaire, à l'école de guerre. Nous sommes ici dans l'école de guerre, et si je suivais le raisonnement que j'entends dans les milieux militaires depuis des années, nous devrions être au collège interarmé européen de sécurité et peut-être de défense. Et nous avons pourtant recréé l'école de guerre. Le SEMA, l'autre jour, s'est exprimé devant l'école de guerre, enfin, les stagiaires de l'école de guerre, leur a dit, messieurs les officiers, gagnez les guerres. Voilà. Eh bien, je vous jure qu'on n'entendait pas ça il y a 10 ans. Donc quelque chose dans le moral a changé, et cette chose, je pense que c'est le durcissement. Alors c'est vrai, il y a 75 morts en Afghanistan, mais il y avait eu 80 morts en Bosnie. Et donc on n'apprécie pas du tout les choses comme ça. Là, je crois que quelque chose, on assiste à un tournant de la psychologie et des Français et de leur armée, qui fait que nous sommes peut-être un peu plus punchy, pour employer un terme américain, que nous avons pu l'être à l'époque des Balkans, où nous étions plutôt dans des approches de maintien de la paix, voire après un peu de contre-insurrection. Maintenant, on fait la guerre. Autre remarque, alors on peut toujours s'inquiéter pour l'avenir, se désoler de l'évolution en cours. Il y a 193 ou 194 pays membres des Nations Unies. Combien de pays sont capables de faire ce que la France fait? 1, 2, 3, pas plus. Donc d'abord, il faut partir de ça. On n'est quand même pas ridicule. On n'est quand même pas ridicule. On est capable d'intervenir dans des situations extrêmement différentes, très loin, depuis longtemps, avec des objectifs politiques qui sont ce qu'ils sont, mais on fait des choses. Et en tant que Français, sérieusement, il n'y a pas de quoi en rougir. Alors tout ça, c'est une longue histoire. Ça fait pas 10 ans qu'on fait des interventions extérieures. La période qu'on vit, et moi je suis assez d'accord avec l'analyse d'Étienne, disant nous sommes peut-être en train de sortir d'une période, sortons d'une période de 20 ans. Cette période a existé dans le passé, ça a été le Second Empire. 1850-1870 pour faire vite, où on a vu l'armée française, très belle armée française, intervenir dans des endroits extrêmement étonnants, le Mexique, la Crimée, la mer Baltique, Pékin, la Cochinchine, Formose, j'en passe, l'Algérie évidemment, l'Italie, voilà. Et toutes ces guerres dont il ne reste rien dans la mémoire collective, si ce ne sont des noms de stations de métro à Paris, et tout ça c'est quand même extrêmement mal terminé, il faut le reconnaître. Un Martin à Sedan
en 1870. Donc effectivement, il faut faire attention, nous avons une belle armée, il n'y a aucun doute, qui fait des choses que peu de gens font dans le monde, mais nous avons déjà eu ça dans notre histoire. Et ça s'est mal terminé. Donc soyons prudents sur les conclusions qu'on peut en tirer. Alors rapidement, sur la spécificité française, on a beaucoup utilisé ces dernières années le terme de surchauffe. On employait trop les militaires. Alors, ça a été un peu vrai, il y a eu des moments où il y a eu jusqu'à 15 000 militaires engagés dans des opérations extérieures. En même temps, aujourd'hui, je vérifiais le chiffre ce matin, on est autour de 10 000. C'est à la fois beaucoup et peu. Dans une armée qui comprend 300 000, 250 000 pour faire vite, militaires, qu'il y en ait 10 000 qui soient en opération, ne me semble pas complètement irréaliste. Ce qui se passe simplement, c'est la conjonction de trois choses. C'est qu'il y a et des opérations, et des réformes structurelles importantes, et je ne pense pas essentiellement aux bases de défense ou à ce qui se passe en ce moment, mais le fait quand même qu'au cours de ces 10 dernières années, la France et son armée ont réussi la professionnalisation des armées, c'était pas facile, ça s'est passé en même temps, et en plus dans un cadre budgétaire relativement contraint, qui fait que bon, on diminue le format, on réforme les troupes et on les fait agir dans une variété de situations. Donc effectivement, si surchauffe il y a eu, elle est plus là que dans un suremploi des effectifs. Et dans les choses importantes qui ont changé aussi, qui ont évolué au cours des 10 dernières années, qui n'ont pas été abordées précédemment, et je ne répéterai donc pas ce que mes deux intervenants précédents ont dit, il y a eu quand même une réforme constitutionnelle en 2008 qui change un peu le contexte d'emploi de la force armée. Beaucoup la demandaient depuis longtemps, une sorte de contrôle parlementaire sur l'engagement des troupes. Alors ce contrôle de fait existait de manière théorique, puisque c'est quand même le Parlement au final qui vote le budget, mais chacun sait ce qu'il en est. Là, effectivement, la réforme de 2008, si mes souvenirs sont bons, 2008, oui, prévoit qu'au bout de 4 mois, le Parlement doit autoriser la poursuite des opérations. C'est un changement important dans les institutions de la Ve République. Il n'y a pas non plus de raison de le regretter. Sur la surchauffe, alors la surchauffe, permettez-moi, excusez-moi de revenir un peu en arrière, la surchauffe n'est pas que militaire. On peut se dire, après tout, est-ce que ça ne coûte pas trop cher, les interventions extérieures? Parce que dans le contexte économique et budgétaire qui est le nôtre, on peut se demander effectivement s'il est légitime de consacrer 1 milliard d'euros, puisque c'est à peu près un peu plus que ça cette année. L'année dernière c'était 800 millions, ce sera sans doute 1,2 milliard cette année, mais en gros, là nous sommes dans des phases hautes. 1 milliard d'euros par an, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, et la question peut et doit être légitimement posée, et chacun, après, en tant que citoyen, doit y répondre. En même temps, il y a toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. La guerre de Libye, qui est un succès, coûtera l'équivalent de 1% du budget de la défense. On parle de choses qui sont raisonnables. 1% du budget de la défense, si une grande puissance, membre du Conseil permanent des Nations Unies, avec l'histoire qu'elle a et les ambitions auxquelles elle aspire, ne peut pas détourner 1% de son budget à défense pour changer la donne politique dans un pays voisin, honnêtement, il vaut mieux qu'on renonce à avoir une armée. On fera de plus sérieuses économies. Dernière chose, l'Afrique, dont on a assez peu parlé. Alors l'Afrique, au cours de ces 10 dernières années, est passée de mode. On évoque encore beaucoup, ici ou là, la France-Afrique et ses valises, mais
on sent bien que, d'ailleurs le livre blanc le disait clairement, l'axe stratégique avait changé. On était plus dans le monde musulman, pour faire vite, on appelle ça l'axe de crise, mais il suffit de voir où est l'axe de crise, ça correspond au monde arabo-musulman, avec quelques extensions chez les Perses et les Afghans. Mais l'Afrique est passée de mode, et en même temps on arrive difficilement à s'en dégager. Ça, c'est toute la question de la durée. Quand on est quelque part, on n'arrive pas à en partir. Alors, on ferme un peu Dakar, mais on maintient quand même des choses. On voulait complètement fermer la Côte d'Ivoire, mais on s'y a réinvesti assez massivement cet été, au printemps, et on n'arrive toujours pas à partir de Côte d'Ivoire. On a dit, bon ben voilà, on va laisser 200, 300 personnes, mais on n'arrive pas à quitter l'Afrique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est un autre débat. En tout cas, on reste présent en Afrique, peut-être plus qu'on ne le pensait. Et on avait pensé pouvoir s'en retirer d'Afrique noire, plus que d'ailleurs que du Sahel, où on a été quand même assez massivement présent dans une région où on n'avait pas tellement l'habitude d'intervenir militairement. On avait pensé trouver une bonne solution en Afrique, il y a une dizaine d'années, en y impliquant et les Africains et les Européens. On avait développé un concept qui s'appelait RECAMP, le renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, où on essayait de faire que les Africains prennent en charge leur sécurité eux-mêmes. Alors ça a un peu marché, il ne faut pas non plus avoir une vision trop négative. En revanche, ce qui n'a pas du tout marché, c'est d'impliquer de manière permanente, comme nous le sommes, les Européens dans les affaires africaines. La seule fois, alors il y a eu effectivement les forces spéciales suédoises dans l'est du Congo, et puis on a réussi à emmener avec nous des Irlandais et des Polonais au Tchad pendant 1 an. Bon, mais le projet initial était quand même beaucoup plus ambitieux que ça. Donc on a du mal à communautariser nos interventions, notre présence en Afrique. Ça, on peut là, à ce niveau-là, parler d'un échec qui renvoie à d'autres échecs de l'Europe de la défense, mais c'est un autre sujet qui pour une autre fois. Voilà. Dernier point, je vous dis, je lançais des choses plus en vrac avec un exposé beaucoup moins construit que mes deux amis. Au fond, la question qui se pose à chaque fois dans les interventions, c'est celle de la légitimité. La légitimité, ce n'est pas une question juridique. Les interventions sont légales ou elles ne le sont pas. Et il ne faut pas penser que la légitimité vient du fait qu'il y a une résolution des Nations Unies. Une résolution des Nations Unies fait qu'elles sont dans le droit international légal. La légitimité, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, et c'est quelque chose qui est ressenti dans les tréfonds de ce pays, dans les tréfonds de la nation, où l'on estime qu'il est légitime que nous envoyions nos jeunes garçons, parce qu'ils sont jeunes, mourir pour quelque chose. Et c'est vrai que c'est la seule question, au fond, sur les opérations à laquelle il faut répondre. Alors, on sent bien que nous sommes dans une position, nous sommes dans un équilibre un peu fragile autour de cette question. Les milieux de la défense, globalement, se plaignent du manque de soutien de la population, en disant il y a une certaine indifférence, les corps de nos soldats tombés rentrent, personne ne vient les saluer comme ça se fait au Canada, où vous avez tous entendu ces choses-là. En même temps, à chaque fois qu'il y a un mort, et si par hasard, par le malheur de la guerre, il y en a 4 d'un coup, ça devient une affaire politique essentielle. Le président lui-même arrête tout, se rend immédiatement dans les hôpitaux militaires, parce qu'il y a 4 morts, 5 morts. Donc effectivement, il y a une certaine fragilité autour de ça. La fragilité, je ne pense pas, qu'elle vienne uniquement d'un peuple de pleutres qui ne voudrait pas voir ses enfants mourir. Je ne crois pas du tout à cette thèse. Je pense que les élites sont
en fait beaucoup plus sensibles aux pertes que ne l'est le peuple français dans ses profondeurs, qui en a vu d'autres, mais à chaque fois, il est légitime qu'il s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on envoie nos garçons et nos femmes maintenant, mais il y a assez peu de femmes tuées au combat. Vous verrez la première fois qu'il y en aura, ça va faire une grosse histoire médiatique et politique, mais là c'est quand même la base dont il faut absolument surveiller ça comme le lait sur le feu, parce qu'il ne peut pas y avoir d'intervention, d'opération extérieure s'il n'y a pas un consensus derrière. Le consensus, il est politique, mais il est aussi dans la société. Si demain, il y a une contestation forte qui apparaît sur les opérations extérieures, le climat changera du tout au tout. Et on peut se réjouir que jusqu'à aujourd'hui, il faut constater que ce consensus existe et que nous, d'une certaine manière, nous l'exprimons ici.